Bonjour Nanou. Bonjour Hugues. Alors, le sujet du jour, c'est l'hypnose. Tu vas me mettre en hypnose. Ah oui, bien entendu, c'est très radiophonique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bien, alors comme aujourd'hui, tous les deux, on est formés à l'hypnose, je vais jouer le rôle du Candide et je vais te poser des questions. Tout à fait. Et donc, la première question que je vais te poser, parce que je n'y connais rien bien entendu, Hugues, est-ce que tu peux me faire n'importe quoi si je suis en hypnose? Alors, comme c'est toi, oui, évidemment, ça c'est clair. Bon, maintenant pour tordre le cou à ce vilain petit canard, non, parce que le corps est bien fait et le cerveau aussi. Et donc, si je demande en tant qu'hypnotiseur de faire quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas, parce que ça va à l'encontre de ses valeurs, elle va directement sortir de l'hypnose. Donc non, il n'est pas possible de faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas le faire. Ok. Alors, dis-moi, quand je suis en hypnose, est-ce que je dors? Alors il arrive parfois que des gens qui soient mis en hypnose s'endorment, mais normalement c'est pas le but du jeu. En plus, dans certains cas d'hypnose, tu peux être dans un état de telle béatitude qu'effectivement tu risques de t'endormir tellement tu es bien, cool, relax. Et je connais certains confrères qui en profitent pour dire, voilà, tellement bien qu'on va essayer de dormir. Ça ne peut pas lui faire de mal. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un risque alors que je ne puisse plus me réveiller? Ça me fait penser à une amie que j'avais hypnotisée et qui, elle, avait la caractéristique de tout à coup s'immobiliser totalement, les yeux grands ouverts. Elle était d'une fois transformée en statue de sel. Et j'avais eu vraiment très très peur parce que c'est la première fois que je l'hypnotisais et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me voyais déjà prévenir son mari. Il dit, écoute, ta femme est à l'étage là, mais je ne sais pas très bien quoi en faire. Non. Disons que j'y ai mis toute l'énergie et le calme nécessaire pour la faire revenir doucement. Mais non, il y a moyen. Pour moi, quelqu'un qui est mis sous hypnose, il y a toujours moyen de le faire revenir. Oui, tout à fait. Tout à fait, et je suppose que maintenant tu n'aurais plus aucun problème. C'est un petit peu l'inconvénient au début quand on apprend, c'est que parfois on a des surprises comme ça. Oui. Mais heureusement avec le temps, ça va. On a plus trop de surprises. Ça m'est arrivé lors de ma formation, exactement. Voilà. Est-ce que l'hypnose est la même chose, est l'équivalent du sommeil? Non, pour moi vraiment pas. L'hypnose, en fait, on est tout à fait conscient de ce qui se passe. Pour prendre un exemple simple, toute personne qui a conduit une voiture s'est toujours trouvée à un moment donné ou à un autre, alors qu'elle voulait aller à un endroit A vers un endroit B. Je vais aller au bureau, mais d'habitude je conduis mes enfants à l'école d'abord, c'est des vacances de Pâques. Eh bien, inconsciemment, je fais tout le trajet et je me retrouve à l'école, alors que je n'ai rien à y faire. Pendant tout ce trajet-là, j'ai été dans un état second, on pourrait même dire en transe. Or, j'ai respecté le code de la route, je n'ai normalement écrasé personne. J'ai donc été, tous mes sens en éveil, mais dans un état de transe, donc dans un état d'hypnose. Tout à fait. Donc, je ne suis pas inconscient à ce moment-là. Non. Maintenant, ce que on va peut-être parler, mais dans l'hypnose thérapeutique, effectivement, je vais m'adresser à ton inconscient pour bypasser ton conscient, en disant tu as vraiment envie qu'il se passe quelque chose, mais tu es tellement dans le déni que tu n'y arrives pas. Et donc, je sais que si je fais la demande à ton inconscient de faire quelque chose, en précisant ce que je demande, ça va se mettre en route et ça va se faire, entre guillemets, naturellement. C'est ça. Il est évident, évidemment, que mon intention est bienveillante. Et donc, à ce niveau-là, je vais bypasser ton inconscient, je vais m'adresser à lui, mais toi, tu n'es pas inconsciente. Rappelons-nous, effectivement, la personne au volant qui respecte le code de la route. C'est ça. Et c'est ce qui va me permettre, évidemment, de me réveiller dès que tu me dis ou tu me demandes de faire quelque chose que normalement, je n'aurais pas voulu faire. Tout à fait.
Tout à fait. Tu gardes ta conscience, et les valeurs, c'est quelque chose généralement de non négociable. Oui. Donc, si je vais à l'encontre de tes valeurs, si je te demande de tuer quelqu'un, sauf si tu es un mercenaire qui adore ça, ça va te réveiller. Voilà. J'avais lu quelque part aussi, je trouvais ça intéressant, que si je lis un roman qui me passionne et que tout d'un coup on fait faire au héros ou à l'héroïne que j'admire, l'auteur lui fait faire des choses absolument épouvantables, je risque à un moment donné de refermer le roman en disant mais c'est quoi cette crétinerie ? Parce que justement ça va trop à l'encontre de mes valeurs et je trouvais que c'était assez intéressant de voir à quel point ça ressemble à l'hypnose. Oui, mais tu vas t'immerger dans ton livre à un point tel que peut-être que si je t'appelle, tu vas même pas entendre que je t'appelle. Voilà. Parce que tu es dans ton livre. Voilà. Et donc, en état d'hypnose, et même là, je vais pas accepter, si je me suis vraiment assimilée à l'héroïne, je vais pas accepter qu'elle fasse des choses que je ne veux pas faire. Le cinéma est un bon exemple aussi, hein, oui. Où effectivement, je trouve que dans un monde d'images, c'est encore, entre guillemets, plus facile. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu disais que tu avais cette petite madame là qui était devenue un peu comme une statue de sel, mais est-ce que normalement il y a des signes qui montrent qu'une personne est en hypnose ? Alors, la plupart des gens en hypnose ferment les yeux. Et il y a effectivement derrière les paupières toute une série de mouvements oculaires très très rapides, de gauche à droite, de haut en bas, qu'il est impossible de, entre guillemets, faire semblant. Donc, si à un moment donné, la personne que je mets en hypnose, enfin que j'accompagne pour aller en hypnose, a ces mouvements oculaires, je sais effectivement qu'elle est dans cet état-là. Personnellement, mais c'est en tant qu'hypnotisé, quand je suis sous hypnose, je sais que j'entends remarquablement bien, à un point tel que s'il y a une horloge dans la pièce, le tic-tac, je vais l'entendre. Alors que la seconde d'avant, l'hypnose, non, et la seconde d'après, quand je suis sorti, non. J'ai le souvenir comme ça d'avoir sous hypnose entendu un chien aboyer, et je vous assure que je n'ai pas rêvé, mais on était 10, je suis le seul à avoir entendu ce chien aboyer, il devait être à des kilomètres et des kilomètres d'où j'étais. C'est ça. Oui, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on peut avoir un sens qui n'est pas naturellement particulièrement éveillé, et là, sous hypnose, il s'éveille très très fort. Mais j'avais, que tu parles d'écouter, je me rappelle que quand je faisais ma formation en hypnose, on a beaucoup ri parce que dans le jardin, il y avait un chien du voisin, et je ne sais pas s'il sentait quand on nous mettait en hypnose, mais dès que le professeur commençait à nous mettre en hypnose, ce chien se mettait à aboyer comme un fou. Et le professeur, très calme, disait simplement et tous les bruits qui viennent de l'extérieur font que vous êtes de plus en plus profondément endormi. Et donc plus ce chien aboyait et plus nous partions en état d'hypnose. Et c'est très intéressant, mesdames, parce que ce sont quand même, soyons honnêtes, souvent les messieurs qui ronflent. À un moment donné, j'ai qu'en présence de mon avocat. C'est un peu sexiste parce qu'il y a quelques dames qui ronflent aussi, mais enfin, disons que ce sont quand même souvent... Tu as des noms? Ah, d'accord. Oui, tu me le diras peut-être plus tard. Non, même pas. Même pas. Ok. Eh bien, quand je dormais avec un monsieur qui ronflait énormément, je me suis dit, au fond, pourquoi pas? Et donc, je disais... Et tous les bruits qui viennent de l'extérieur font que je suis de plus en plus profondément endormie, donc je me le disais à moi-même, à mon inconscient, et comme il est bien gentil, eh bien, plus mon compagnon ronflait, et mieux je dormais. Et donc, mesdames, si vous avez un mari ronfleur, essayez, ça ne risque rien, ça coûte pas cher, et ça peut rapporter gros. Hein? Alors, dis-moi, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Je pense que tout le monde a la faculté de pouvoir être hypnotisé, mais certains gens plus que d'autres. Alors, il faudrait distinguer l'hypnose dite classique de l'hypnose ericksonienne, celle auquel toi et moi avons été formés. Dans l'hypnose classique,
ce sont des mots qui font des phrases qu'on étudie par cœur, et c'est cette même litanie qui est prononcée sous un certain ton qui fait que les gens, entre guillemets, tombent en hypnose. Il semblerait que 25% de la population soit susceptible d'être hypnotisée dans ce cas-là. Tandis qu'en hypnose ericksonienne, l'exemple que tu as donné comme conseil aux dames qui ont des compagnons ronfleurs, c'est effectivement, l'hypnose ericksonienne va être beaucoup plus centrée sur l'humain et sur l'environnement. Et donc, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des phrases, ce sont des process qui vont faire, et notamment tout ce qui nous entoure, vont favoriser le fait de quelqu'un se mettre en hypnose. Important. Je n'hypnotise pas quelqu'un, je l'accompagne pour qu'elle s'auto-hypnotise. Donc, tout à fait. Personne n'hypnotise, mais la personne a cette capacité. Et donc, d'aucuns l'ont plus que d'autres. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il semblerait qu'au plus on soit intelligent, au plus on ait des chances de pouvoir être hypnotisé facilement. Voilà, absolument. Donc, si j'ai bien compris, à la base, tout le monde est hypnotisable, mais on ne peut hypnotiser qu'une personne qui est prête à se laisser hypnotiser. Qui est d'accord, voilà. Bien entendu. Ça aussi, je ne peux pas aller contre la volonté de quelqu'un. Si absolument. Tu me dis, moi, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, et qu'il ne veut absolument pas, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Il y a par contre, puisqu'on est entre gens de personnes bienveillantes, et que ça peut être juste un défi, je vais pouvoir dire, tiens, écoute, tu vas voir que je vais quand même y arriver. Mais dans le fond, c'est parce qu'on est entre gens qui se connaissent, et donc elle a confiance en moi, et comme elle a confiance en moi, et que ça n'est, entre guillemets, qu'une sorte de jeu, il y a 9 chances sur 10 que ça fonctionne, à son grand étonnement. Mais on est bien, de toute façon, dans une intention de bienveillance. Tout à fait, tout à fait. Et je me rappelle avoir lu une histoire de Milton Erickson, une jeune femme qui était venue parce qu'elle était intéressée, mais elle avait très 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 peur, et elle est venue avec sa copine. Parce qu'elle avait trop peur, justement, qu'il lui fasse je ne sais pas trop quoi, moi. Et elle a dit, mais vous savez, moi je ne suis pas hypnotisable. Et Milton Erickson lui a simplement répondu, non mais écoutez, c'est pas grave du tout. Par contre, ce que je pourrais faire, si elle est d'accord, c'est hypnotiser votre copine. Puisqu'elle est venue, ça pourrait être intéressant. Et comme ça, vous verriez ce que c'est que d'être mis sous hypnose, etc., etc. Et la copine, assez contente, a dit oui. Et donc, il a hypnotisé la copine, et en fait, il a hypnotisé les deux. Et la jeune femme qui, à ce moment-là, avait baissé sa garde, eh bien, elle a été hypnotisée. Mais il faut quand même pas oublier que si elle avait peur d'être hypnotisée, elle est quand même venue voir un hypnothérapeute. Donc, ça veut dire qu'au fond d'elle-même, elle venait pour ça. Donc, simplement, il a réussi à dépasser sa peur, et à ce moment-là, elle l'a fait. Je pense que si elle n'avait pas voulu au départ, il n'y avait pas moyen. D'ailleurs, je lisais un livre d'un hypnotiseur de scène qui dit qu'ils ont des petits trucs pour remarquer si la personne, effectivement, va se laisser hypnotiser, ou si elle vient justement sur la scène en disant « tu vas voir, tu ne m'hypnotiseras pas ». Et dans quel cas, généralement, il refuse la personne. Oui, et puis justement, prenons l'exemple de l'hypnotiseur de scène. On est dans, entre guillemets, du show, donc effectivement, ça peut induire toute une série d'idées chez les gens. Et de toute façon, c'est de l'archi court terme. Donc, dès lors que tu es sorti de l'hypnose, tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé, parce que ça n'a aucune espèce d'importance en soi. Alors même que lorsqu'on va être dans une hypnose de type thérapeutique, pour toi comme pour moi, nous allons aller et plus en douceur et beaucoup plus en profondeur, l'objectif étant effectivement qu'il reste un souvenir, qu'il fût conscient ou inconscient, mais en tout cas, à l'inconscient, nous nous serons adressés, et lui, le message, il le retiendra. La demande, il fera ce qu'il faut pour qu'elle s'exécute. Alors, je ne suis pas capable de dire, moi, ce qui se passe dans le corps ou dans l'esprit de ce moment-là. La seule chose que je vois, c'est que ça fonctionne. Tout à fait. Oui, ça fonctionne même très très bien. J'ai vu quand même des choses assez ahurissantes se passer, et je trouve que c'est merveilleux parce que c'est quand même une façon tout à fait agréable. On est bien, on est cool, on est relax, et on arrive à faire changer les choses
à l'inverse des drogues et des médicaments et des choses comme ça, bien, ça n'a pas d'effet secondaire, ça laisse vraiment les choses... le corps reste, entre guillemets, dans le même état. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, il n'y a aucun danger à se faire hypnotiser. Voilà. Ben justement, puisque je parlais de drogue, est-ce qu'on peut assimiler l'hypnose à une drogue? Parce qu'il y a des gens qui adorent ça et qui finiraient bien par ne plus vouloir en sortir. Ils sont tellement bien, c'est tellement magnifique qu'ils n'ont plus envie d'en sortir. Mais là, je vais te repasser la parole parce que tu as été dernièrement sur une conférence justement sur la drogue et l'orateur a défini 3 critères très précis par rapport à la drogue. Tu vois, je t'écoute et je retiens ce que tu me dis. Tout à fait. Et je pense que la réponse est non, mais tu vas pouvoir expliquer pourquoi. Voilà. Oui, voilà. Eh bien, justement, hier, le monsieur qui était passionnant d'ailleurs, qui nous a parlé de la drogue, a dit que c'était très difficile de définir exactement la drogue et que donc ils se sont réunis entre spécialistes du monde entier et ils ont fini par définir 3 critères importants. Donc, le premier critère, c'est la drogue est nocive pour le corps. C'est un peu une forme quand même de poison, d'empoisonnement. Le deuxième critère, la drogue donne un problème au mental, c'est-à-dire que ça diminue les facultés. On perd la mémoire, on ne sait plus vraiment être attentif, etc. Et le troisième critère, c'est l'addiction. Voilà, donc en clair, limite, si on pouvait devenir addictif à l'hypnose, donc, personnellement j'ai un doute, mais disons que oui, il est clair qu'on a vu que des facultés mentales, ça les développait plutôt qu'autre chose, et au niveau du corps, bien entendu, il n'y a aucun effet négatif. Voilà. Donc il y a 2 critères sur 3 qui manquent. Voilà. Donc ce n'est pas une drogue, mais effectivement, certaines personnes pourraient avoir envie d'y aller très souvent, comme certaines personnes passent leur vie, on a une addiction pour la télévision. Hein, elles peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que non, maintenant c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela. Elles sont tellement bien devant leur télé qu'elles veulent plus sortir. Et c'est une véritable addiction, mais ce n'est pas une drogue. Non, maintenant, juste une chose. Si des gens avaient envie d'être de nouveau dans cet état, c'est parce qu'effectivement, nous allons viser en tant que thérapeute à les mettre dans un état de bien-être. Tout à fait. Et effectivement, lorsque j'arrive à mettre les personnes que j'accompagne dans cet état de bien-être, je leur dis, et je vais vous laisser maintenant profiter pendant quelques instants de cet état dans lequel vous vous trouvez. Tout à fait. Qui est un état de bien-être, de relaxation. Et donc la personne, on voit d'ailleurs sur son visage, il peut avoir un sourire, enfin, le non-verbal indique très clairement qu'ils sont bien. Tout à fait. Tout à fait. En général, ils ont d'ailleurs le visage très détendu. Ils rajeunissent souvent, tellement tout est bien détendu, bien relax, etc. Et ils sont, comme tu dis, ils sont souriants. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Qu'est-ce que tu pourras encore nous dire par rapport à l'hypnose? Est-ce que tu as encore des idées? Est-ce que tu as encore... Il y a certaines... je parlais de process. Alors, il y a des process contre les phobies, il y a des process contre certaines addictions, notamment celui de fumer. Je me rappelle avoir assisté à une hypnose par rapport à quelqu'un qui était incapable de prendre une douche parce que le simple fait d'avoir de l'eau qui tombait sur son visage, effectivement, donnait l'impression qu'elle allait se noyer. C'est ça. C'était matériellement impossible, mais ses croyances étaient telles que... Donc, oui, il y a des... Je ne suis pas sûr que tous les sujets peuvent être abordés et être résolus par l'hypnose. Je ne suis pas sûr non plus que ça se fasse comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut parfois plusieurs séances. Ça dépend ce que la personne veut, ce que la formation et les capacités de la personne qui accompagne. Et donc, il y a un aspect formation important au niveau des process. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Voilà, donc... Tout à fait. Tu pourrais, on en a parlé aussi, par rapport à une phobie, donner un exemple du process ?
Oui, là, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est évidemment de l'hypnose, mais la personne ne se rend pas compte qu'elle est en hypnose. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas faire tout le processus de tu respires, etc. Tu t'imagines que... mais on va mettre la personne dans une salle de cinéma et on va faire ce qu'on appelle, en PNL entre autres, une double dissociation, c'est-à-dire qu'elle va se regarder, elle va être au balcon, elle va se regarder dans la salle de cinéma, regardant l'écran, où se passe quelque chose où elle fait sa phobie. C'est-à-dire que, par exemple, si elle a la phobie des ascenseurs, eh bien, elle va se regarder rentrant dans donc, elle se regarde dans la salle de cinéma, se regardant sur l'écran, rentrant dans un ascenseur avec un grand sourire, discutant avec quelqu'un de façon tout à fait décontractée, ressortant de l'ascenseur tout à fait à l'aise. Après ça, bien entendu, je passe un peu tout ce qu'on va faire parce qu'on va lui faire un ancrage, etc. Après juste ça, peut-être ce que c'est un ancrage. Un ancrage, oula, oui, je pourrais. Un ancrage, c'est quelque chose qui touche un de vos 5 sens. Donc, ce soit une odeur qui touche votre sens olfactif, soit un son qui touche votre sens auditif, ou alors le sens kinesthésique, c'est bien entendu quelque chose qu'on touche. Et il touche un de vos 5 sens à un moment où vous êtes dans un état émotionnel puissant. Donc, il y a des ancrages qui nous aident énormément, qui sont des ancrages très, très positifs. C'est quand on est dans un état émotionnel de bien-être, de puissance, de force, de gaieté, etc. Et il y a des ancrages tout à fait négatifs, c'est-à-dire, un exemple tout à fait idiot, si je parle avec quelqu'un qui me tape sur les nerfs, mais à un point pas possible et qui est vraiment d'une mauvaise foi crasse, et qui a un parfum très particulier, eh bien, le lendemain, je vais me promener dans la foule, je suis de bonne humeur, j'ai envie de chanter, je vais croiser quelqu'un qui a le même parfum, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je vais devenir, vraiment enragée, parce que ça va immédiatement me rappeler cette personne. Oui, donc ça, c'est l'ancrage. Oui, ok. Pour rester dans l'idée de l'ancrage positif, l'objectif, c'est d'avoir, par exemple, un geste qui me fait toucher une partie de mon corps, qui me manque, c'est-à-dire me met en rapport, en mémoire avec justement cet état émotionnel important et positif. Et c'est une sorte de, on pourrait dire, un moyen mémotechnique. Pour aller plus rapidement dans l'état désiré. Voilà. Et donc, on va faire cet ancrage à la personne pour qu'elle se sente vraiment bien, qu'elle sente vraiment, qu'elle soit en contact avec sa puissance intérieure. Et puis, elle va descendre donc dans la salle de cinéma, elle va rentrer dans son corps à ce moment-là et se regarder monter dans l'ascenseur, etc. Et puis, quand elle a fait ça, on regarde si elle est toujours bien, relax et tout. Eh bien, elle va rentrer sur l'écran, elle va devenir l'actrice qui rentre dans l'ascenseur, qui prend l'ascenseur, qui monte très à l'aise, qui ressort de l'ascenseur. Et elle, comme l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qu'il a réellement vécu et intensément imaginé, eh bien, son inconscient sait qu'elle a pu le faire et qu'elle l'a fait très agréablement. À la limite, on va peut-être lui faire refaire encore une fois pour être bien sûr que ce soit bien ancré justement dans l'inconscient. Et puis, dans l'idéal, on va la faire revenir ici et maintenant. Et s'il y a un ascenseur quelque part pas loin, eh bien, on va aller avec elle jusqu'à l'ascenseur et on va voir ce qui se passe. Et la plupart du temps, la personne rentre dans l'ascenseur. Peut-être que la première fois, elle n'est pas hyper à l'aise, mais elle est cool. Et puis petit à petit, elle va être très très à l'aise dans un ascenseur. Voilà, et à mon tour, je vais te renvoyer la question. Est-ce qu'il y a, par rapport au sujet qu'on a vu dans ses grandes largesses, mais où je pense qu'on a tordu le cou à certaines croyances, qu'on a pu éclairer mieux ce que c'était l'hypnose, faire comprendre toute l'utilité que ça peut en avoir et abaisser justement un certain nombre de peurs par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu voudrais encore ajouter par rapport à ça ? Je pense que, je me rappelle plus si on en a parlé, mais c'est la confiance entre l'hypnothérapeute et la personne qui vient le voir. On l'a effleuré quand j'avais dit la personne qui ne voulait pas être hypnotisée en disant c'est pas possible et que comme c'est un jeu, parce que aux autres gens
on se connaît bien, on se fait confiance. Voilà. Non, je pense effectivement que c'est un point très important. Tu peux développer? Bien, il est certain, c'est que si on va voir un hypnothérapeute, bien, il vaut mieux se renseigner. À la limite, avant de faire une séance d'hypnose, il vaut mieux discuter avec la personne, voir si on est bien avec elle, si on est sur la même longueur d'onde, si elle est cool, etc. Et voilà. Donc, en général, les hypnothérapeutes sont des gens très très bien, n'est-ce pas, Hugues? Ma modestie naturelle m'empêche de te répondre. Mais il vaut quand même mieux se renseigner parce qu'il peut arriver que certains, dérapent un peu. Oui, je dirais d'ailleurs que c'est même vrai pour tout thérapeute ou coach. La première chose à vérifier, c'est si le courant passe entre les deux personnes. Déontologiquement, si pour une raison ou pour une autre, je ne sentirais pas bien la personne en face de moi, ben, je lui dirais, écoutez, je ne suis probablement pas la personne qui est bien pour vous. Tout à fait. Et j'invite cette personne, quelqu'un d'autre, mais s'il va voir toi, moi ou un de nos confrères et qu'il sent qu'il y a quelque chose qui l'inquiète, soit il est déjà en partie en confiance et il peut l'annoncer tout de go, ça peut être un simple quiproquo. Tout à fait. Soit effectivement, il prend ses précautions et il décide de ne pas travailler avec cette personne. Voilà. C'est la même chose, je pense, pour un médecin, pour un avocat, pour n'importe quelle profession libérale. Il y a des gens avec qui on se sent bien, d'autres avec qui on se sent pas bien. On ne sait pas pourquoi. Ça ne remet pas en cause la valeur de la personne. Simplement, on n'a pas les affinités. Voilà, c'est comme ça. Et puis je pense que... On pourra peut-être un jour développer ça, mais il y a ces fameux 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc peut-être que, sans le faire exprès, du doigt ou d'une autre manière, elle a touché quelque chose chez moi qui tout à coup va me provoquer une réaction peut-être totalement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Elle n'est en rien responsable d'avoir touché ça chez moi. Eh bien, je vais peut-être pour terminer, je vais te raconter une petite histoire. Je devais suivre un séminaire avec une femme vraiment très très chouette qui s'appelle, je vais le lire, Lee Pascoe, qui est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai une admiration sans borne. Et je vais avant de suivre ce séminaire où on devait travailler énormément en hypnose ou au moins en grande relaxation. Elle devait nous faire des grandes relaxations. Je vais la voir et j'adore parce qu'elle est canadienne et que j'ai une passion pour l'accent canadien. Mais allez savoir pourquoi. Elle a exactement le timbre de voix d'une femme qui a un accent, pas canadien, mais voilà. Et elle avait un tout petit peu l'accent comme elle et cette femme m'exaspère. Et malheureusement, chaque fois que Lee Pascoe disait « fermez les yeux », etc., j'avais envie de grimper au mur. Ça ne remet pas en cause une seconde les qualités humaines, intellectuelles et tout de Lee Pascoe, qui est une femme que j'admire toujours autant, mais je me suis dit « va falloir que je fasse quelque chose parce que là, je peux pas. Là, je peux pas, je vais passer 2 jours avec elle et tant que je parle avec elle, c'est parfait. Une fois qu'elle me met en relaxation, ça ne va pas. » Voilà, il n'y a pas ni de sa part ni de la mienne, mais c'est comme ça, voilà. Oui, on terminera effectivement par là parce que j'ai donc parti un mois en Inde et j'avais tous les jours de la méditation, qui était vers la fin de journée. Et ça, à quelques exceptions près, ça a très mal fonctionné avec ton humble serviteur parce que ça a été la plupart du temps de la méditation guidée. Et rien qu'entendre mon professeur qui disait « relax », j'étais avec les poils complètement dressés. Et donc c'était foutu. Bien, c'est sur cette note de bonne humeur que nous allons vous dire la prochaine fois. Hein. Voilà, la prochaine fois, on ne sait pas encore de quoi on va vous parler, mais on va certainement, on va essayer, on va tout faire pour pouvoir vous intéresser. Oui, voilà. Ça sera bien. Voilà, et d'ici là, bien, on vous souhaite d'être heureux.